Samedi 7 décembre 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition version française de Viva. Dans les actualités de ce jour, les jeunes d'Afrique et ceux qui vivent dans les pays insulaires participent pleinement à la mise en place de stratégies pour la paix et sécurité sur les îles de l'océan Indien, le COMESA, et l'Union africaine leur ont donné une place importante durant les 4 jours de la 4e conférence ministérielle de haut niveau sur la paix et la sécurité afin d'apporter des recommandations leur permettant de participer pleinement à l'établissement d'une paix durable dans les frontières maritimes des îles de l'océan Indien. La conférence a été clôturée hier à Anoussi. Plus de détails avec Naté Rakoutoumanouf, c'est Sylvain, sur les images de Sech, Angianap. Durant 4 jours, des jeunes venus des 4 îles, Comores, Seychelles, Maurice et Madagascar et du continent africain ont été réunis par le COMESA et l'Union africaine dans le cadre de la 4e conférence ministérielle sur la sécurité et la paix dans les pays insulaires. Ces jeunes ont bénéficié d'une place privilégiée car ils se sont concertés pour apporter des recommandations sur la question de la sécurité maritime et les frontières des pays insulaires. Parmi les diverses recommandations, la mise en place des conseils nationaux de la jeunesse à Madagascar. Ainsi, les recommandations formulées par ces jeunes lors de cette 4e conférence ministérielle concernant l'instauration de la paix et de la sécurité sur l'île seront présentées au gouvernement. Les jeunes ont reçu une place particulière car ce sont eux qui peuvent établir une base solide à travers les recommandations qu'ils donnent, qui seront structurées comme une stratégie pour les pays insulaires après l'examen de chaque gouvernement, selon les explications. Il est impératif que nous renforcions la coopération régionale pour protéger ses ressources vitales et assurer des opportunités économiques sûres pour nos jeunes. Le changement climatique, quant à lui, est un défi existentiel pour les nations insulaires. Pour nos jeunes, cela se traduit par une perte d'espoir et d'opportunités. Impliquer les jeunes dans la gouvernance environnementale et les équiper de compétences nécessaires pour devenir des leaders dans la lutte contre le changement climatique est primordial. Soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat dans l'économie bleue en développant des industries durables qui répondent aux besoins locaux, tout en protégeant nos écosystèmes, doit être une priorité. Madagascar, à l'instar de nombreuses autres nations, se caractérise par une population jeune, repartie entre les zones urbaines et rurales. Les conseils de jeunes jouent un rôle essentiel dans la construction des sociétés résilientes. La 4e conférence ministérielle sur la paix et la sécurité dans les pays insulaires et en Afrique, organisée par le COMESA et l'Union africaine, s'est achevée hier, vendredi 7 décembre 2024, à Anoussi. La ministre malgache des Affaires étrangères a conclu la rencontre en affirmant que le gouvernement malgache est déterminé à continuer à soutenir la jeunesse. Continuons dans un autre sujet. Madagascar procède à l'inventaire de ses bois précieux actuellement dans le cadre du projet G3D ou Gestion durable d'Arbedja et Diospyros financé par l'Union européenne. L'objectif est de répondre aux exigences de la CITE en matière de gestion durable des bois précieux et de permettre à Madagascar de les exploiter à nouveau. L'inventaire a eu lieu entre la forêt reliant à l'Ochamangour et Analandirouf, un travail réalisé par des techniciens en la matière de MBG et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est Sylvain et Sech Angianap. 2 tiers de la zone forestière, gérée par les VOI dans les zones d'Alochamangour et d'Analandirouf, qui s'étend sur 25 000 hectares, ont fait l'objet d'inventaires des bois précieux jusqu'à présent, selon les informations des techniciens en la matière auprès de l'université, du MBG et le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui travaillent ensemble pour la réalisation de cet inventaire. L'objectif du projet étant de déterminer des données scientifiques et statistiques claires pour la gestion durable des bois précieux à Madagascar. En effet, pour assurer une gestion efficace de ces ressources, inscrite depuis 2013 à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou CITE, il est important de différencier les espèces exploitables de celles nécessitant une protection.
Il a été connu lors de cet inventaire que Madagascar possède une importante ressource en espèces fournissant des bois précieux, entre autres les palissandres et les bois d'ébène, d'après les chercheurs. L'inventaire et les données de base de ces bois précieux devraient être achevés avant la fin de ce mois de décembre et seront remis par la suite à la CIT, ont indiqué les responsables auprès de l'université en charge du projet G3D. Ensuite, les enfants sont l'avenir, ainsi, ils doivent dès maintenant prendre leurs responsabilités pour préserver et prendre soin de l'environnement. Une vingtaine d'enfants vulnérables issus d'un centre d'accueil et de collégiens bénéficieront de formations pendant 5 ans sur la préservation de l'environnement dispensée par une ONG œuvrant dans l'environnement. Plus de détails avec Félan Hakoudorsoul et Anzar Razonarville. Afin de renforcer la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, une ONG formera 20 enfants, dont 10 garçons et 10 filles issus de collèges et de centres d'accueil pendant 1 an. Cette fois, une place particulière est donnée aux enfants parce qu'ils assimilent facilement, mais également pour les former à aimer prendre soin et préserver l'environnement dès maintenant. De nombreux sujets sont au programme de la formation dispensée aux enfants pendant 1 an. L'objectif de l'ONG est que les enfants ayant reçu une formation apportent un changement dans l'environnement pour l'avenir. Ils espèrent que 200 enfants recevront une formation sur la protection de l'environnement au cours des 10 prochaines années. La Haute Cour constitutionnelle a validé l'emprunt de 28 millions de dollars auprès de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour la réalisation du projet Flyover Maki. La décision a été rendue le 3 décembre dernier après l'approbation de cet accord par les 2 chambres du Parlement en octobre et en novembre. Rotritel Rakotmela nous en dit plus. 28 millions de dollars, soit 126 milliards 394 millions d'ariars. Tel est le montant que Madagascar empruntera auprès de la BADEA pour financer le projet Flyover Maki, destiné à relier la route de la francophonie au boulevard de l'Europe. Après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale le 25 octobre dernier, puis par le Sénat les 5 et 7 novembre, l'accord entre le gouvernement malgache et la BADEA a été soumis à la Haute Cour constitutionnelle le 22 novembre dernier. Mardi dernier, la HCC a rendu son verdict déclarant que cet accord est conforme à la Constitution. Dès que les fonds seront disponibles, le gouvernement pourra donc lancer la mise en œuvre du projet qui vise principalement à réduire les embouteillages dans la capitale. Par ailleurs, la HCC a également validé mardi dernier la modification de certains articles de la loi numéro 2005-040 du 20 février 2006 relative à la lutte contre le VIH-Sida et à la protection des personnes vivant avec le virus. Elle a également approuvé un accord de prêt entre Madagascar et l'IDA, Association internationale de développement, pour financer le projet EAGER qui vise à autonomiser les jeunes filles en Afrique. Dans un tout autre contexte, réunissant les agriculteurs de Fiadan, Maïrez et Apangabé dans le district d'Amboïdjachim, la plateforme Tambech s'est donnée pour mission de créer un marché commun en Tananarive et de se tourner vers l'exportation. Aujourd'hui, le parcours des oranges jusqu'au consommateur final implique 3 intermédiaires, ce qui engendre des pertes pour les producteurs tout en augmentant le prix sur le marché. Et pour garantir des produits de qualité, tout en augmentant les récoltes, les membres de Tambech s'appuient sur des pratiques agroécologiques, bannissant totalement les produits chimiques. Plus de détails avec ça, Sylvain et Sech Anjianab. À Fiadanan, Maïrez et Apangabé, les orangers couvrent une large partie des terres agricoles. Ensemble, ces 3 communes produisent jusqu'à 600 tonnes d'oranges par an. Une production conséquente qui place la région d'Analamang parmi les principales zones agricoles du pays. Face à ce potentiel, les producteurs locaux ont décidé de se regrouper sous une même bannière en créant la plateforme Tambech. La raison d'être de Tambech est de regrouper les producteurs d'oranges pour créer un marché commun et réduire les pertes financières. Selon les études, le prix des oranges triple avant d'atteindre le consommateur final, atteignant parfois 4 000 ariars le kilo, un coût qui dépasse les capacités de nombreux acheteurs. Outre le marché national, la plateforme Tambech ambitionne également de conquérir des marchés internationaux.
Les oranges produites à Maïrez, Fiadanan et à Pangabé répondent aux exigences de ces marchés grâce à l'adoption de techniques de production agroécologiques. Tambadj réunit aujourd'hui 15 associations locales et plus de 126 agriculteurs de Maïrez, Fiadanan et à Pangabé. Ensemble, ils cherchent à surmonter des défis tels que les pertes post-récolte, les maladies et d'autres problèmes liés à la culture des agrumes. Tambadj bénéficie également du soutien de partenaires financiers. Et jeudi dernier, les producteurs ont célébré 8 années de collaboration avec les organisations FIFATA et FERT. C'est à cette occasion qu'ils ont officiellement annoncé la création de la plateforme en présence de responsables du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que de plusieurs partenaires techniques et financiers. Un appel a été lancé aux bailleurs pour les accompagner dans la réalisation de leurs ambitions. Et les habitants de la commune de Bungatsar, dans le district d'Atsimjan, ont bénéficié aujourd'hui des services de santé gratuits. Le but de cette initiative étant d'alléger les difficultés de la population. Plus de détails avec Ramadan Zotouf. Les habitants de la commune de Bungatsar, dans le district d'Atsimjan, ont bénéficié aujourd'hui d'une offre de soins de proximité gratuits. La population a pu bénéficier de nombreux services de santé à cette occasion, notamment des soins généraux, des vaccins, du planning familial, des dépistages de la malnutrition, des soins dentaires ainsi que des soins oculaires. Les habitants sont intéressés et l'existence de tels événements les aide grandement. En effet, tous qui y sont venus ont été bien reçus et ont bénéficié de médicaments gratuits d'après leurs témoignages. À noter que le but de cette initiative est d'alléger les difficultés des habitants de la commune de Bungatsar pour qu'ils puissent bénéficier des soins de santé comme toute autre personne. Ces services de santé de proximité d'aujourd'hui ont été la deuxième édition pour la commune de Bungatsar, tandis que la première édition s'est tenue le 8 novembre dernier. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Roumanie. La Cour constitutionnelle en Roumanie a annulé vendredi l'élection présidentielle à 2 jours du second tour. Dernier rebondissement dans un processus chaotique troublé par des suspicions d'interférence russe en faveur du candidat d'extrême droite. France 24. Annonce choc en Roumanie à seulement 2 jours du second tour de l'élection présidentielle. La décision de la Cour constitutionnelle est très claire. L'ensemble du processus électoral pour l'élection présidentielle a été annulé. La Cour constitutionnelle affirme agir pour s'assurer de la validité et de la légalité du scrutin. La Cour avait pourtant validé le résultat du premier tour, mais les soupçons sur la légalité de la campagne menée par le candidat d'extrême droite pèsent toujours, avec l'ombre de Moscou comme chef d'orchestre. Peu après le premier tour des élections présidentielles, nous avons reçu des signaux. J'ai immédiatement ordonné d'enquêter pour vérifier tout ce qui pouvait l'être et par la suite, nous avons reçu les informations écrites. Dans des documents déclassifiés publiés jeudi, sont détaillées des irrégularités dans la campagne du candidat d'extrême droite, notamment une instrumentalisation du réseau social TikTok, utilisé pour booster sa visibilité. Grand gagnant du premier tour, Călin Georgescu dénonce un coup d'État. Aujourd'hui, l'État roumain a piétiné la démocratie. La décision de la CCR est en fait un coup d'État formel. Indignation aussi du côté de l'autre gagnante du premier scrutin, la candidate centriste et pro-européenne du parti présidentiel. Aujourd'hui, l'État roumain a piétiné la démocratie. Dieu, le peuple roumain, la vérité et la loi prévaudront et trouveront les coupables de la destruction de notre démocratie. Perdant in extremis du premier tour, le Premier ministre social-démocrate a lui salué l'annulation des élections. Dans l'attente d'un nouveau scrutin et d'un successeur, le président pro-européen Klaus Iohannis a déclaré rester en poste. Ensuite, le chef des rebelles en Syrie a affirmé vendredi vouloir renverser le président Bachar al-Assad après que ses combattants se sont emparés de dizaines de localités et de villes clés lors d'une offensive fulgurante à laquelle la Turquie a apporté son soutien. Les précisions de France 24. C'est une offensive éclair. Après Alep, la grande ville du nord, et Hama dans le centre, ces rebelles sont désormais aux portes de Homs, à seulement 150 km de la capitale.
En moins d'une semaine, les combattants de la coalition, menés par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, se sont emparés des dizaines de localités et villes clés. Sur ces images, les rebelles traversent la ville de Hama en triomphe. Sur leur passage, les stigmates des combats, des corps calcinés et les portraits de Bachar al-Assad criblés de balles. On a vécu quelques jours dans la terreur, mais malgré cela, on est heureux parce que l'on sait que l'avenir sera meilleur. L'essentiel pour nous, c'est qu'on ait la sécurité et une vie stable et heureuse. Les responsables de notre malheur, c'est la famille Assad. On attendait ce moment depuis longtemps. Heureusement, les rebelles sont venus nous libérer. Un optimisme que ne partage pas l'ensemble de la population. Au moins 370 000 personnes ont été déplacées par les combats selon l'ONU. Au sud de Damas, près de la frontière jordanienne, les troupes syriennes ont également perdu le contrôle de la ville de Deraa, le berceau du soulèvement en 2011. Sur ces images, une statue du père de Bachar al-Assad est démantelée, un nouveau revers cuisant pour le régime qui semble de plus en plus impuissant face à l'avancée de ses rebelles. Et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol devrait échapper samedi à une motion de destitution en raison du boycott de la séance par la plupart des députés du pouvoir actuel. Depuis le Parlement, une manifestation réunissant des dizaines de milliers de personnes a commencé et malgré une cote de popularité en chute libre depuis son coup de force de mardi et la proclamation de la loi martiale, Yoon Suk-yeol refuse de démissionner. France 24. Normalement, selon le camp démocrate, ça aurait dû être une longue soirée de débat, de discussion avant ce vote de destitution. Le Parlement, les partis démocrates avaient prévu un premier vote sur une motion pour une enquête spéciale autour de la première dame qui est jugée dans plusieurs affaires, qui est suivie dans plusieurs affaires. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que les députés du parti au pouvoir ont voté contre cette enquête et sont sortis immédiatement de la salle. Alors là, ça a créé une ambiance très électrique dans le hall principal de l'Assemblée où nous nous trouvions. Des attachés parlementaires, des membres de cabinet des partis démocrates attendaient les députés à la sortie, leur ont barré le passage. Il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de chants pour leur demander de retourner à l'intérieur de l'hémicycle, de retourner voter cette motion en destitution. Car sans un certain nombre, sans 8 voix dissidentes en fait de la part du parti du pouvoir au peuple, le parti de Yoon Suk-yeol, impossible pour les partis d'opposition d'atteindre la quantité de voix nécessaires pour faire passer cette motion de destitution. Donc pour l'instant, c'est encore la confusion. Le vote pourra-t-il reprendre? Est-il terminé? Les députés du parti du pouvoir au peuple retourneront-ils dans la salle? C'est la question qui se pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pour l'instant suivi la voie officielle du parti qui a maintenu ce soir sa ligne de ne pas voter cette motion en destitution. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre le film Civil War. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.